Bon, c'est votre faute ce vlog. Moi je voulais pas spécialement célébrer le vlog 666 parce que pour moi c'est un chiffre qui a pas spécialement de valeur. Mais vous êtes tous tellement partis dans un délire dans les commentaires, sur Twitter, sur Facebook, dans les messages privés, etc. qu'au bout d'un moment je me suis dit, si je ne sors rien pour le vlog 666, ça va faire un scandale. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Le vlog 666, il fallait soit que je vous parle d'un film d'horreur, soit plutôt d'un film concentré sur le diable. Sauf que c'est pas spécialement le genre de truc sur lesquels je suis ultra fan. Enfin, vous pensez bien que si je suis pas très religieux à la base, ce genre d'histoire m'intéresse pas spécialement. Mais je me suis dit, il y en a un qui est quand même particulièrement adapté à ce sujet, à cette thématique. Ce film, c'est End of Days, ou La fin des temps, sorti en 1999, réalisé par Peter Hyams, qui aujourd'hui ne fait plus rien, il ne fait plus rien depuis 2013 apparemment, j'ai vu qu'il avait rien réalisé depuis le temps. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger, de sa grosse période action, au moment où elle arrivait à tout juste à la fin, je crois 3-4 ans après, il allait se présenter pour être gouverneur de la Californie. Et c'est donc un concentré de 90s, j'ai séparé les syllabes pour quelque chose, c'est vraiment du gros film d'action bourrin, et comme Schwarzenegger affrontait tout le monde, il restait plus grand chose comme ennemi, le diable. Voilà, le diable directement. L'histoire de ce film, c'est que lors du passage à l'année 2000, le monde prend le risque de voir le retour de Lucifer, de Satan lui-même, qui amènera l'enfer sur Terre, etc., etc., parce que 1999, en vérité, c'est 666 avec un 1 derrière, inversé. Often in dreams, numbers appear upside down, so 666 becomes 999. Cette explication est géniale en elle-même. Ça montre à quel point le concept est con et à quel point pourtant ils essayent de le travailler. C'est quelque chose qui me manque des années 90. C'est que même quand on faisait un concept con, on essayait de le travailler, on essayait de faire quelque chose qui avait un petit peu de gueule, quoi. Faire un film, c'était pas juste faire un truc comme ça pour occuper un calendrier, n'est-ce pas, Marvel? Et donc du coup, on essaie vraiment d'investir quelque chose là-dedans, quoi. Donc, l'histoire, c'est que à la veille du nouvel an, de l'an 2000, Schwarzenegger se retrouve plus ou moins par hasard sur la piste d'une jeune fille qui se trouve être le vaisseau destiné à accueillir l'enfant de Satan. Le soir du réveillon, ou quelques jours avant, tu te dis, t'aurais pu te prendre une année de marge quand même pour essayer de faire ton plan ou un truc, enfin je sais pas, essayer de faire en sorte que ça puisse marcher quand même. C'est pas comme si ça faisait 1999 ans que t'attendais, parce que pour eux, l'histoire a commencé, je sais plus, c'est 6000 ans, 7000 ans, je sais plus. Donc ça faisait 7000 ans que t'attendais pour faire ton attaque. Mais donc il débarque sur Terre, il prend le corps d'un homme, qui est joué par Gabriel Byrne, et il se met en quête de retrouver Christine. Le nom est pas choisi pour rien, déjà, hein, Christine, pour coucher avec elle et l'enfanter, et donc signer son retour sur Terre. Déjà, en ça c'est génial, c'est vraiment une capsule temporelle de la fin des années 90. C'est le bug de l'an 2000, ils en parlent tout le temps. Le côté Schwarzenegger contre le diable, ce côté même, c'était un peu la fin des one-liners, mais on en avait encore un petit peu, quoi. J'adore ce moment où on lui dit, c'est Christine qui lui dit, vous voulez un calmant? Il la regarde et fait, non merci, je bois. J'adore cette réplique, elle m'a fait mourir de rire. Thanks. I drink. Il y a le côté, le milkshake, je suis presque sûr que c'était un gimmick de cette époque-là. J'arrive plus à me souvenir de 36 000 films qui faisaient des milkshakes, mais je suis presque certain que c'était un gimmick, un cliché presque. Ce côté, le mec qui fait un milkshake avec absolument tous les restes qu'il y a dans la cuisine. Je me souviendrai toute ma vie de ce milkshake café, sans doute de Starbucks, je sais pas si Starbucks existait déjà à l'époque, Pepto, sandwich, non pas sandwich, part de pizza qui traîne par terre, reste de nouilles froides, de nouilles asiatiques froides de la veille, etc. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où il est en train de se faire son milkshake dégueulasse. Ah, I'm good. Et puis c'est aussi une capsule temporelle, vraiment de l'époque, des lieux de l'époque, parce que c'est vraiment l'époque où New York était crade, mais crade. Vous avez même pas idée à quel point c'était crade. Ils ont toujours eu un problème de vernis, de draps, ou trucs dans ce genre-là, mais il y avait vraiment une époque où tout était sale dans cette ville, et tu t'en rends rarement mieux compte qu'avec ce film, quoi, parce que pour le coup, une belle restauration de définition, même à l'époque, je sais même pas si c'est restauré, c'est peut-être juste le téléciné, mais il a une très bonne qualité en Blu-ray, alors que c'était un des premiers Blu-ray sortis en plus. Mais vraiment, tu te rends compte à quel point cette ville est sale,
Il y a de la fumée partout, il y a de la crasse sur tous les murs, il y a des déchets, des débris partout au sol, enfin c'est... Et puis il y a ce côté aussi, pour finir le côté très 90s, ce côté film d'action 90s où les mecs tirent n'importe où, mais touchent toujours la bonne personne et jamais celle qu'il faut pas toucher. Mais tu sens aussi que c'est un début d'évolution parce que la demoiselle en détresse dans ce film n'est pas si en détresse que ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, elle est mal en point parce qu'il y a généralement plusieurs groupes d'hommes qui l'attaquent, et puis elle se bat avec le diable aussi, enfin il y a un démon qui la poursuit, Satan qui la poursuit, mais dès qu'elle peut s'en sortir, elle s'en sort, dès qu'elle a moyen de faire une action et d'essayer de se dépatouiller elle-même avec son problème, elle essaye de le faire. Donc du coup, j'ai vraiment trouvé que ça, pour le coup, ça passait pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas un film particulièrement intelligent, c'est pas un film... voilà, mais c'est en même temps un film qui se prend plutôt au sérieux et qui essaye de passer plutôt bien, quoi. Ils mettent ça comme un film fantastique, je dirais que c'est plus ou moins un thriller, faut pas prendre ça comme un film d'horreur. Pour une raison que je ne comprends pas, ils essayent quand même de foutre des jumpscares dedans. Oh, I could eat. Genre, il y a des démons, c'est un film d'horreur, etc. Mais aucun de vos jumpscares ne font peur, et c'est pas un film d'horreur, il y a pas une ambiance d'horreur, il y a plutôt une ambiance thriller, une ambiance un peu angoisse, mais pas un film d'horreur, quoi. Donc les jumpscares, ils sortent un petit peu nulle part. Mais en même temps, c'est un bonheur, c'est un gros kiff, c'est vraiment un film qui permet de passer un bon moment, et de relâcher un petit peu la pression et tout le bordel, sans trop réfléchir, sans trop faire quoi que ce soit, et en même temps, ça reste très honorablement réalisé et plutôt bien fait, donc du coup c'est un divertissement sympa à passer. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, si vous voulez revoir un petit peu de l'âge d'or de Schwarzenegger, honnêtement La Fin des Temps c'est un de ceux que je conseillerais, quoi. Il en est sorti pas mal vers cette période-là, il y avait L'Aube du sixième jour aussi avec son clone qui était assez marrant, L'Aube du sixième jour. C'est plutôt un bon exemple de ce que faisait Schwarzenegger à cette époque-là, avant du coup de devenir The Governator. Mais c'est donc aussi un film qui est plutôt très bien réalisé, je vais rentrer un petit peu dans le détail là-dedans. Il y a notamment un travail de la lumière qui est particulièrement cool. Il y a un travail des lumières tamisées, évidemment, mais il y a surtout un travail de l'ombre et des pénombres, parce que bien sûr, on est sur un truc sombre, on parle du diable, de l'enfer, etc. Donc du coup, il y a énormément de travail des noirs bouchés, des zones où il y a très peu de lumière, mais quand il y a la lumière, on essaie aussi beaucoup de la tamiser, de la diffuser, on essaye de mettre beaucoup de fumée. Quand ils filment dans les rues de New York, ils se mettent à l'ombre, ils se mettent pas en plein soleil. Il y a tout un tas de travail comme ça pour essayer de rendre une ambiance un petit peu crade, un peu poisseuse, un peu sale, qui se marie très bien avec New York d'ailleurs, ça passe parfaitement. Et donc tu as beaucoup de très belles lumières pendant tout le film, t'as des contre-jours qui sont assez jolis pendant certaines scènes également, et il y a même une scène que je trouve particulièrement sympa où ils sont dans une église, où, bon particulièrement sympa, non, mais c'est juste notable parce que c'est un éclairage qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un éclairage par en bas. C'est très étrange, surtout qu'en plus ils sont dans une cave, donc tu te dis pourquoi ils sont éclairés par en bas, c'est le feu des enfers qui brille par en dessous, je sais pas trop quoi, mais il y a cet éclairage par le bas du coup dans cette pièce-là, qui est là aussi quelque chose de plutôt cool. Donc, grosso modo déjà en termes de photographie, travail de la lumière, il y a quand même un énorme effort qui est fait pour faire quelque chose de sympathique. Mais il y a aussi des mouvements de caméra qui sont très intéressants et qui sont très jolis. Il y a ce premier plan au début du film où on passe d'une constellation, enfin d'un événement céleste particulier, la caméra rentre à l'intérieur, fait un panoramique pour arriver jusqu'à une boîte que le personnage ouvre, et en ouvrant la boîte du coup la caméra descend la tête pour montrer ce qu'il y a sur le bouquin, et ensuite le mec s'en va et part ailleurs pour faire je sais plus trop quoi, et tout ça c'est fait en un seul plan, en un plan séquence, et du coup le découpage du mouvement est plutôt intéressamment foutu. Pour travailler un peu la tension, il y a un personnage qui est dans un camion qui va être bientôt en danger, la caméra fait un travelling circulaire jusqu'à arriver dans la position où l'élément néfaste et dangereux se trouve derrière lui, et il y a même un changement de point ensuite qui passe de lui à l'élément dangereux qui arrive derrière lui, beaucoup de répétitions de lui. Donc du coup ça fait un travail du découpage des plans qui est plutôt particulièrement bien foutu, et il y a beaucoup de très jolis plans dans ce film, de plans qui sont bien étudiés, mais qui sont aussi dans des environnements qui sont étudiés pour être de façon assez esthétique. Il y a notamment des plans sur 2 crucifixions. Il y a 2 crucifixions dans ce film, pour le prix d'une. 3 si on compte les petites statuettes de Jésus qu'on voit quelque part. Mais non, il y a 2 scènes qui sont vraiment centrées sur des crucifixions. Il y a un côté gore pour l'un, et sale et dur pour l'autre. Mais ces 2 plans essayent tous les deux de faire quelque chose de particulièrement esthétique. Il y en a un qui est une belle contre-plongée du coup sur l'une des crucifixions, et l'autre qui est plus en plongée justement, donc il y a un petit côté un peu différent. Il y a pas mal de plans qui sont magnifiques, notamment il y a des plans aux fenêtres du personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, bien sûr, Jericho, parce que c'est le mec qui doit protéger une meuf. Donc les murs de Jericho, et tout. Bon bref. L'appartement de Jericho, il y a des plans qui sont très très beaux aussi, à sa fenêtre notamment, où il joue très très bien sur les perspectives qu'offrent les villes tout en ligne droite, tout le bordel. Donc du coup, ça fait des plans qui sont assez magnifiques.
Il y a un très beau plan aussi au niveau ambiance, parce que j'étais sur la lumière peu de temps avant, un plan dans une ruelle avec la pluie qui tombe, et la lumière qui arrive par le dessus est magnifique, l'effet que crée la pluie qui est en train de tomber, puis les personnages qui sont limite en silhouette en dessous. Ils essayent de faire en sorte que les scènes d'action soient pas juste une scène d'action lambda. Si on fait tomber quelqu'un dans un escalier, on va faire en sorte que ce soit un escalier très ancien, avec de beaux tableaux sur le côté, puis on va faire en sorte qu'il tombe avec la chute, comme ça fait un truc un peu plus intéressant et un peu différent d'un autre film où il y aurait une chute mais pas les tableaux par exemple. Donc il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Il y a une scène d'action qui est géniale et qui pareil m'est restée en tête toute ma vie. Vous voyez le professeur Chourave dans Harry Potter, c'est ça hein, qu'il s'appelle en VF, Myriam Margolies, ou Margolies, je sais plus comment ça se prononce, une actrice britannique assez âgée. Tu la vois pas faire des trucs, pourtant elle est complètement folle. Si vous l'avez déjà vu dans des interviews, sur des plateaux télé, etc., elle est complètement folle. Mais il y a une scène quand même où il y a cette nana qui fait petite mémé, quoi, qui fout sur la gueule de Schwarzenegger. Et du coup, cette scène m'a marqué à vie, quoi. Une mémère qui est en train de mettre une tatane à Schwarzenegger, et Schwarzenegger qui part au fond de la pièce et tout, qui fait... C'est tellement absurde ce que je suis en train de voir, c'est absolument génial. J'ai absolument envie de voir ça. Et là où ça devient aussi très intéressant et où tu te fais « Ah ouais, j'ai très envie de voir le truc », il y a beaucoup de scènes qui sont assez gore, assez violentes, assez brutales, et il y a même du cul dans ce film. Et tout ça sans vraiment le cacher, quoi. Bon, évidemment, la scène de cul, elle est pas ultra directe, mais il y a un sein et un téton entier qu'on voit dans une scène en public. Il y a une scène de copulation particulièrement pareille, j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Ça, c'est pour l'enrobage, si vous voulez, mais au niveau des scènes d'action, du coup, comme on est avec un diable, un démon, et comme on est avec un mec qui doit affronter quelque chose de très puissant, évidemment, on essaye d'aller un peu à fond au niveau gore et mort brutale. Il y a du poing à travers différentes parties du corps humain, et le corps humain... il résiste pas beaucoup, et il y a plein de trucs qui sont plutôt créatifs, genre il y a toute une mort par rapport à un mec qui pisse contre un mur. Je vais pas vous le dire si vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, je pense que vous savez tous quelle est cette scène, et cette scène est complètement ouf, et ça passe en bonne partie aussi avec le diable. Gabriel Byrne en Diable, il est assez convaincant, il a un regard qui est assez froid et perçant, il a une attitude qui marche plutôt pas mal, mais c'est aussi un diable qui profite beaucoup de ce qu'il fait. Il y a un moment où, justement, je parlais des morts juste avant, il y a un moment où, au contraire, il y a un côté très sadique, où au lieu de tuer de façon très brusque et très directe, il y a un personnage qui a des morceaux de verre un peu partout, et il arrive et il est en train d'enfoncer le morceau de verre extrêmement lentement, etc. Et tu fais « Ah putain, le gros sadique, quoi !» Mais tu vois complètement le diable agir comme ça. Mais il y a aussi ce côté, il adore ce qu'il est en train de faire, et il y a une scène qui se finit avec une explosion, et il y a un cut sur son visage où il regarde le mec qui va exploser, et il est là genre... il fait une espèce d'expression comme ça. Il s'éclate en jouant le diable. Je pense que c'est le genre de rôle où on te dit « Est-ce que vous voulez jouer Satan ?» Bien sûr, tous les acteurs de évidemment, mais je vais m'éclater à faire ce truc. Il y a quelque chose de très fun et de très appréciable à regarder ce film, notamment évidemment pour l'action. En même temps, c'est un film d'action des années 90, thriller action des années 90, thriller action fantastique si vous voulez. Mais donc oui, il y a pas mal de choses au niveau de l'action qui donnent envie de suivre ce film. Et puis c'est un film qui profite aussi vachement de son contexte pour faire quelque chose qui sont plutôt intéressantes au niveau simplement de scènes qui se déroulent, mais aussi au niveau de certaines décisions de réalisation. La toute première image, là, cette image de comète qui passe au-dessus de la Lune, je sais pas si c'est un truc qui existe vraiment dans un texte quelconque, mais visuellement ça donne quelque chose qui est vachement cool, t'as l'impression qu'il y a un œil qui te regarde, c'est l'œil de Dieu qui est en train de regarder ce qui est en train de se passer. Putain, où est Belzébuth, bordel. En train de regarder. Il y a évidemment, du coup, étant donné que c'est un film sur la religion, énormément, permettez-moi de répéter, d'insister, énormément de plans zénithaux. Donc les plans zénithaux, c'est les plans qui sont filmés depuis le ciel et qui filment directement en bas, perpendiculaires au sol. Il y en a évidemment des tonnes sur les environnements de New York, parce que évidemment, il n'y a pas de meilleur environnement qu'une ville aussi gigantesque et qui va vers le haut en plus, qui est construite vers le haut, pour donner des impressions, des plans zénithaux qui sont jolis et qui font des choses extrêmement travaillées. Mais vraiment, les plans zénithaux, ça revient un petit peu partout. Il y a des plans sur la cage d'ascenseur qui sont zénithaux pour montrer l'ascenseur s'enfoncer. Ça donne l'impression que l'ascenseur s'enfonce dans les enfers, puis ça met juste en général ce côté regard divin et en même temps ce côté épée de Damoclès qui plane au-dessus du monde avec le diable qui est sur le point de revenir. Donc du coup, il y a quelque chose de vraiment très très bien rendu avec ces plans zénithaux. Il y a une métaphore visuelle qui donne lieu à une des scènes d'action les plus drôles que j'ai pu voir de ma vie. Il y a une scène d'action où Schwarzy est pendu à un câble en dessous d'un hélicoptère et il vole avec ses deux flingues derrière un mec pour essayer de le choper, ou son badge et son flingue, ou je sais pas trop quoi. Ce plan est à mourir de rire. Cette scène est géniale en plus, parce que vous vous rendez compte, on a foutu un hélicoptère en plein milieu d'une rue de New York,
c'est pas du CGI, on pouvait pas les truquer à cette époque-là, il a fallu faire voler un hélicoptère au milieu des rues, et après il a fallu suspendre Schwarzenegger à un truc, ou un cascadeur, et lui faire la cascade au-dessus des toits et tout, et tu fais putain, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qu'on a un peu perdu avec la mise en scène en image de synthèse et l'assistance du numérique et des ordinateurs. Mais alors, du coup, cette scène, elle est un peu drôle, mais elle a aussi un sens. C'est que du coup, Schwarzenegger, c'est un ange gardien. Parce qu'il vole en protégeant comme ça au-dessus de la ville et tout, c'est un ange gardien. J'aime beaucoup la métaphore. Je trouve, utiliser ça pour faire cette scène d'action qui est extrêmement cool, drôle et classe, je me dis, non, c'est bien trouvé quand même, c'est bien trouvé. Et puis donc, il y a beaucoup de trucs qui se rapportent à l'enfer, en particulier cette fois-ci, au niveau du diable, qui est représenté à la base en CGI transparent, donc comme ça il te le garde en secret jusqu'à la fin, tu sais pas trop quelle forme il peut avoir. Bon, honnêtement, en HD, tu vois un peu la forme qu'il a dans le tunnel, t'as l'impression que il se met en boule et puis il flotte. Et vous avez l'impression qu'ils ont pris le modèle 3D et puis qu'ils l'ont juste fait se déplacer en avant et qu'ils ont pas vraiment animé de trucs en plus ou quoi. Donc ça fait peut-être un petit peu cheap à ce moment-là, mais c'est une idée qui passe quand même plutôt pas mal et en plus du coup ça vieillit pas trop mal de le faire transparent. Et pour transcrire le point de vue du diable tant qu'il est pas visible, ils ont cette petite astuce de faire une caméra point de vue. Donc ils ont fait une caméra portée, sur épaule ou à bout de bras ou peut-être sur un truc de steadicam. Mais en tout cas, on a ce point de vue du diable qui est un tout petit peu au-dessus des gens et qu'on voit se promener comme ça au milieu de la foule, qu'on voit voler, passer à travers les trucs, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant pour rendre son point de vue à lui. On a évidemment une grosse utilisation de la pyrotechnie, ça c'est pas spécialement un truc de mise en scène, mais un peu comme ce truc de l'hélicoptère, c'est intéressant de voir à quel point même la pyrotechnie pouvait avoir sa propre importance à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du remplissage, de l'habillage, et on est habitué à avoir des explosions et du feu, etc. Et malgré tout, même quand on revoit un film d'époque, on voit que c'est traité différemment, on voit que c'est pas la même chose dans le cadre, c'est pas anecdotique. À cette époque-là, tu mettais un effet, fallait forcément insister dessus. Aujourd'hui, on peut plus rester sur le personnage et montrer la pyrotechnie au coin derrière, quoi. Mais du coup, ça change aussi le rapport à la pyrotechnie, et puis c'est des plans qui sont plus compliqués à faire si tu mets un acteur au milieu, donc généralement ils sont truqués. Bref. La pyrotechnie, du coup, ça passe plutôt bien. Il y a cette scène, donc, de sexe chelou, et je sais pas trop à quoi elle sert dans le scénario exactement. À part montrer qu'évidemment, c'est le diable, donc c'est un déviant, etc. Je sais pas exactement ce que ça montre. Je sais pas pourquoi on a ce délire, du coup, du fait qu'ils réunissent la mère et la fille en même temps. Est-ce qu'il y a un sens spécial par rapport à la religion? Est-ce qu'il y a une différence entre la mère et la putain ou la fille? Je sais pas du tout. C'est vraiment le genre de truc que je peux pas comprendre. Mais c'est vrai que c'est une scène qui, du coup, est particulièrement bizarre, dérangeante. Quand tu la vois, tu comprends pas trop ce qui se passe et tout. Et donc ça te met assez mal à l'aise et ça sonne assez bien pour un thriller un petit peu angoissant avec des éléments un petit peu fantastiques. Il y a le mec qui se casse en morceaux de porcelaine aussi. J'ai pas compris exactement à quoi ça servait. Est-ce que c'était symbolique de quelque chose? Est-ce qu'il doit symboliser genre un vitrail? Peut-être, mais je sais pas si ce serait un rapport qui serait un petit peu particulier. Et il y a une image en particulier qui est particulièrement cool, mais qui fait un peu bizarre, surtout sorti comme ça en plein milieu d'un truc, ça fait presque un peu sketch. Il y a ce moment où t'as Christine qui bouffe une pomme et elle regarde la pomme et d'un seul coup la pomme c'est la porte des enfers, quoi. T'as toutes les âmes qui sont tourmentées, en train d'essayer de se débattre, etc., qui sont fondues dans les murs, etc. Très enfer de Dante donc, mais tu sais pas spécialement pourquoi c'est là, quoi. Si ce n'est pour montrer qu'elle a des hallucinations et des trucs. Et au passage, la musique est plutôt bien utilisée également. Il y a notamment cette musique au tout début du film, qui je vous l'ai dit, est reprise dans Frozen 2. J'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on avait ce petit truc de voix s'était retrouvé là. Apparemment, quelqu'un m'a dit que c'était une des vocalises de base livrée avec certains programmes de son. C'est un mec qui fait ouh. Je me dis peut-être que c'est ça, mais bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film qui, au début j'ai revu le film, je me dis qu'est-ce que je vais avoir à raconter dessus? Et honnêtement, c'est vrai que c'est un film qui est très bien réalisé et qui est réalisé de façon très honnête, où les gens font attention à faire un bon boulot, quoi, un des meilleurs boulots possibles. Tous les acteurs sont très bons. J'aime beaucoup C.C. Wonder aussi, qui a complètement disparu des films quasi après cette période-là. C'est très dur maintenant de voir C.C. Wonder dans un truc. Elle était revenue dans Avatar, je crois. Mais à part ça, elle est pas dans beaucoup de trucs. Donc ouais, l'histoire évidemment complètement loufoque et un peu conne, mais c'est rigolo. Certains personnages sont plutôt intéressants et ça te donne envie de le suivre. Le diable va évidemment essayer de tenter Schwarzenegger pour qu'il se joigne à sa cause, ou comment il le laisse faire, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont traitées de façon plutôt intéressante. C'est pas du nanar classique, quoi. C'est du nanar
où on a quand même voulu faire en sorte qu'il y ait un tout petit peu de gueule à l'arrivée, quoi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai quelques petits trucs à mettre dans une section diverses et variées, où je sais pas trop où glisser ça, du coup, dans ma critique. Ça fait quand même 10 ans que YouTube galère à nous faire un système de reconnaissance vocale pour le français qui fonctionne à peu près pour nous faire nos sous-titres gérés automatiquement. On vient à peu près d'y arriver. Apparemment, le Vatican traduit l'araméen automatiquement depuis 1999. Ils auraient quand même pu filer la technologie quand même, ces enculés. Donc voilà. J'ai aussi un truc qui m'a fait marrer par rapport au diable, et je pense que tout le monde s'est marré par rapport à cet aspect du film en voyant le film. C'est que donc le diable doit inséminer Christine avant minuit. Apparemment, le diable est un peu éjaculateur précoce parce qu'à 23h59, le mec estime qu'il a encore une chance d'y arriver. Tu te dis, mec, je serais toi, au moins 55, j'aurais commencé à me dire, non, bon, c'est fini, je vais retourner, quoi, chez moi. Et justement, dans le fait de je vais retourner chez moi, j'aime beaucoup par rapport à la fin, je m'imagine toujours le prêtre qui va faire les prochaines visites guidées dans l'église. Alors aujourd'hui, sur votre droite, mesdames et messieurs, notre tunnel direct vers les enfers. Si jamais vous avez envie de passer un petit coucou à quelqu'un, n'hésitez pas à crier fort parce que il y a quand même toutes les lamentations, etc., qui vont recouvrir le bruit, donc parlez bien fort au-dessus du trou, quoi. Et sur votre droite, nous avons maintenant... What? Voilà, ça m'a toujours fait marrer de me dire qu'il y a cet accès direct aux enfers qui est ouvert en plein milieu d'une église. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite? Comment est-ce qu'ils vont faire le truc? Est-ce que tu peux remblayer un trou qui va comme ça jusqu'au fond des enfers? Est-ce qu'on va découvrir de nouveaux trucs au niveau de la géologie et tout? Bon bref, voilà, les questions à la con. J'espère que ça vous aura fait marrer, parce que moi personnellement je me suis mis un petit coup de stress en fait. Je me disais, est-ce que vous allez accepter que je parle d'un truc un peu con, genre ça à la fin des temps, quoi? Et donc du coup je suis allé sur Twitter, j'ai demandé, à votre avis, il faudrait que je fasse quoi pour Section 166? Et quand j'ai vu certaines personnes mettre la fin des temps, je me suis dit, allez vas-y, ça va passer, ils vont accepter, ça va les faire marrer, etc. Voilà, je me voyais pas moi personnellement sortir un gros film d'horreur, un truc dans ce genre-là, notamment parce que faut quand même se bien en tête, j'ai quelques films d'horreur qui m'ont beaucoup marqué, notamment Ring ou The Grudge, mais je suis pas vraiment un expert du cinéma d'horreur, j'en ai pas vu des tonnes et des tonnes, donc c'est pas comme si je pouvais vous sortir une super perle que personne n'a jamais eue. Je me suis demandé si j'avais pas abordé certains films que j'avais pas encore vus dans ce domaine, notamment The Omen. Et je sais pas pourquoi c'est un film, ça fait 15 ans que je suis au courant que le film existe. Et j'ai pas envie de le voir. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me bloque avec ce film, c'est j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Je me suis demandé si j'allais parler de l'Exorciste, mais l'Exorciste c'est pareil, je suis pas un gros fan de l'Exorciste. Je reconnais tout à fait que c'est un film très sympa, assez angoissant, très bien fait, et j'apprécie de le regarder, mais c'est pas du tout dans mes films préférés ou dans mes films d'horreur préférés, encore moins, quoi. Pour moi c'est un peu particulier ce 666, je sais pas trop comment le gérer. J'espère que ça vous aura fait marrer, que ça vous aura plu, cette vidéo sur la fin des temps. S'il y en a qui le connaissent, du coup, je suppose que ça a dû bien les faire marrer de voir le truc arriver. Et si vous le connaissez pas encore, vous avez raté quelque chose. Donc voilà, je vous encourage à le découvrir. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Bientôt, la réouverture des salles de cinéma, profitons-en. Ciao.